Et une fois encore, bonjour. Vous avez le bonjour de l'UNESCO. C'est un plaisir pour nous d'être ici au nom du directeur, de la directrice régionale du bureau de liaison de l'UNESCO qui est basé à Addis Abeba. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de parler de cette convention mondiale et plus particulièrement en français. Et également, je voudrais remercier les organisateurs au nom de la directrice, en particulier l'Union européenne, l'Union africaine, et pour cette belle organisation, et sans oublier la cheville ouvrière, à savoir Madame Eduarda et son équipe. Alors, donc moi, c'est Abdoulaye Salifou. OK, merci. Donc, voici une brève présentation des points essentiels de ma présentation. D'abord, nous avons le contexte de la mobilité. Nous avons aussi l'enjeu de cette convention et quels sont les objectifs. Et naturellement, pour comprendre la convention, il faut savoir quelles sont les principales obligations qui sont à la charge des parties. Parce que la convention mondiale, tout au long des trois premiers jours, nous avons parlé de mobilité, de reconnaissance. Et c'est la seule, comme on dit, convention contraignante au niveau mondial pour la reconnaissance des qualifications. Et donc, pour mieux connaître cette convention, il faut connaître les obligations qui pèsent sur chaque partie. Et naturellement, on verra pourquoi cette reconnaissance est si importante. Et ensuite, quelles sont les conditions requises pour son entrée en vigueur, les autres conditions de la convention, les liens entre la convention mondiale et les cadres nationaux et régionaux de qualification, on en a parlé beaucoup, et puis quelques questions pratiques liées à la convention. Alors, donc aujourd'hui, il y a plus de 225 millions d'étudiants dans le monde, dont 6 millions en mobilité, et sur les 6 millions, il y a 3 qui sont en mobilité en dehors de leur région. Alors, comme je le disais, la Convention mondiale crée un cadre juridique mondial à l'échelle planétaire pour une reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des qualifications relatives à l'enseignement supérieur et contribue à renforcer la coopération internationale. Elle permettra sans doute de faciliter la mobilité internationale des étudiants dont les flux mondiaux sont croissants. Alors, cette convention, l'enjeu, cette convention ambitionne de permettre aux étudiants du monde entier de poursuivre les études et recherches en créant un cadre planétaire pour une reconnaissance juste, transparente et non discriminatoire des qualifications de l'enseignement supérieur, fournissant aux autorités nationales une plateforme mondiale leur permettant de collaborer au-delà des frontières des régions afin de développer de meilleurs outils et pratiques pour la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur et couvrant la mobilité universitaire interrégionale. En facilitant la reconnaissance des qualifications et la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs dans le monde entier, en établissant des principes universels pour améliorer les pratiques de reconnaissance. Alors, quels sont les objectifs de la Convention mondiale? J'ai essayé de les schématiser. Premier objectif, c'est de favoriser la mobilité à l'échelle mondiale. Deuxième objectif, promouvoir et renforcer la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, respecter et soutenir l'autonomie et la diversité des institutions d'enseignement supérieur et de promouvoir certaines politiques. Numéro 4, promouvoir la culture de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, développer les capacités pour garantir la fiabilité, la cohérence des cadres de qualification et des cadres de qualification de reconnaissance des qualifications et enfin développer les capacités pour garantir la fiabilité et la cohérence. J'arrive pas. Voilà, et la cohérence et la complémentarité de l'assurance qualité. Voilà donc les objectifs. Donc, ça, c'est sur le plan des objectifs. Maintenant, on va essayer de rentrer progressivement. Quelles sont les obligations? C'est ça qui est important. Quand un ministre veut signer une convention, il doit savoir
quelles sont les obligations qui pèsent sur son pays et quelles sont les obligations qui vont peser sur les autres pays. Alors, première obligation, on dira que, à moins que les différences substantielles ne puissent être démontrées, chaque État partie doit reconnaître les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur. Donc, à moins qu'il y ait donc des différences substantielles, chaque partie doit reconnaître les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur, les qualifications relatives à l'enseignement supérieur ou études partielles des réfugiés. L'UNESCO met un accent particulier sur la situation des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées, sans oublier que nous avons publié effectivement les passeports sur les réfugiés. À moins que les différences substantielles ne puissent être démontrées, chaque État partie peut reconnaître les études partielles, les acquis antérieurs. Tout ça s'inscrit vraiment dans le cours normal de la formation tout au long de la vie. Donc, chaque partie est appelée à reconnaître les qualifications partielles, les validations d'acquis, etc., à condition qu'il n'y ait pas de différence substantielle entre les qualifications, les objectifs recherchés au niveau du pays de départ et du pays d'accueil. Alors, pourquoi la reconnaissance est si importante? Alors, la reconnaissance est si importante pour plusieurs raisons. Premièrement, comme vous le savez très bien, l'éducation est un droit fondamental qui est inscrit dans pratiquement toutes les constitutions. Donc, ça permet, comme on dit, de renforcer l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Le droit à l'éducation et à l'enseignement supérieur, en ce qu'elle peut donner aux individus la possibilité de débuter, de commencer, de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Les titulaires d'une qualification ont le droit de la faire évaluer, quelle que soit la qualification, que ce soit des micro-certificats, des qualifications sur mesure, il faut faire certifier, il faut faire évaluer ça par une instance compétente de reconnaissance. Alors, la reconnaissance est importante aussi parce qu'elle facilite la mobilité régionale et donc la mobilité mondiale. Deuxième raison, garantit la qualité. La reconnaissance des qualifications constitue une garantie de qualité. Il est essentiel de disposer donc des structures d'assurance qualité de l'éducation pour susciter la confiance envers une qualification. Parce que quand on bouge d'un pays à un autre, seules les instances d'assurance qualité sont habilitées à évaluer les qualifications. Et lorsque vous avez ces structures d'assurance qualité, ça crée un climat de confiance. Deux, les mécanismes d'assurance qualité fournissent aux autorités compétentes une base solide pour reconnaître les qualifications délivrées par des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. Alors, troisième raison, comme vous le savez très bien, la reconnaissance est intimement liée également à l'ODD 4, en ce sens qu'il y a un fort lien entre la reconnaissance des qualifications, puisque ça vise l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à l'éducation. Et les bonnes pratiques de reconnaissance constituent un facteur important pour créer un système juste et équitable de reconnaissance des qualifications. Dernière raison, promouvoir la compréhension internationale des systèmes d'enseignement par le biais des systèmes d'enseignement supérieur sur la base des mécanismes d'assurance qualité. Vous voyez très bien que l'assurance qualité est au cœur de cette convention-là. Pas de reconnaissance possible si vous n'avez pas un système d'assurance qualité robuste. Une agence ou une autorité, des structures internes d'assurance qualité au niveau donc de chaque université, de chaque ministère. Alors, quelles sont les conditions requises pour l'entrée en vigueur de cette convention? Selon les termes de la convention, il faut 20 ratifications pour que la convention entre en vigueur. De manière générale, l'initiative de la ratification doit émaner de manière conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et naturellement par un projet de loi qui passe au Parlement. Et il faut aller convaincre également les parlementaires. Une fois que c'est voté, cette loi de ratification, elle doit être promulguée par le président de la République. Et ensuite, l'instrument de ratification devra être déposé sur la table de la directrice générale de l'UNESCO et qui va consacrer la ratification donc du processus. Voilà.
Aujourd'hui, l'UNESCO a réalisé 16 États ont déjà ratifié la Convention. Premier État, c'est la Norvège, juin 2020, Nicaragua, Estonie, la France, etc. Donc, quand on aura rassemblé les 20 ratifications, on fêtera l'entrée en vigueur de la Convention mondiale. Et la Convention ne sera en vigueur que qu'entre membres de pays ayant ratifié. Donc, c'est pour ça que ici, moi, je fais un vibrant appel à la ratification. Veuillez convaincre vos ministres, vos autorités à ratifier la Convention pour faciliter non seulement la mobilité, mais aussi la reconnaissance des qualifications. Alors, quelles sont les autres conditions? La Convention encourage les États à créer des mécanismes d'assurance qualité, la transparence et le partage d'informations, la création des réseaux des structures nationales. Nous avons quelques principes, le principe de bonne foi, le principe de transparence et de mécanisme d'assurance qualité, le principe de mécanisme juste, raisonnable, non discriminatoire, de prévenir toute forme de pratique frauduleuse. La Convention est contre les pratiques frauduleuses, le principe de partage d'informations. Alors, lien entre la Convention mondiale et les formations dispensées en dehors du système universitaire. Et comme on parle de formation technique et professionnelle, très souvent, les formations techniques et professionnelles sont dispensées en dehors du système universitaire. Donc, la Convention peut bien reconnaître les acquis antérieurs, ce qui signifie expérience, connaissance, aptitude, attitude, compétences acquises par un individu dans le cadre d'un apprentissage formel, informel, non formel, qui sont évalués par rapport à un ensemble de données, de normes ou de résultats d'apprentissage. Donc, les acquis, la Convention définit les acquis antérieurs, expérience, connaissance, aptitude. Donc, il n'y a pas d'hésitation. On sait ce que c'est que les acquis antérieurs. Et là, c'est vraiment une passerelle qui est ouverte aux formations de l'UFTP. C'est aussi une formation qui est ouverte à toutes les formations, les microcrédits, formations sur mesure, formations à la carte, les digital credentials, comme on est en train de dire. La Convention est appelée à reconnaître cela à partir du moment où l'agent d'assurance qualité l'aura évalué et constatera qu'il n'y a pas de grande différence entre les objectifs poursuivis et les contenus de la formation. L'apprentissage formel, apprentissage dérivant d'activités menées dans un cadre d'apprentissage structuré, débouchant sur une qualification formelle et fourni par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes d'un État partie et donc autorisé à dispenser un apprentissage. La possibilité de reconnaître l'apprentissage informel. Là également, vous voyez, donc apprentissage ayant lieu en dehors du système éducatif formel et résultant des activités de la vie courante, en lien avec le travail, la famille, la communauté. Donc, on reconnaît aujourd'hui vraiment la marche vers la formation tout au long de la vie. Donc, l'apprentissage non formel, apprentissage réalisé dans un cadre d'enseignement ou de formation mettant l'accent sur la vie professionnelle et n'appartenant pas au système d'éducation formelle. Les études partielles. Dans la vie de tous les jours, il nous arrive aussi de mener des études partielles. Il s'agit de tout ou partie de programmes d'enseignement supérieur ayant été évalués, qui sont constitués un programme complet correspond à un acquis significatif de reconnaissance d'aptitude et de compétences. Là également, la Convention ouvre la voie à la reconnaissance de ce type d'études partielles. Les acquis d'apprentissage, ce sont des connaissances et compétences acquises par un apprenant au terme d'un processus d'apprentissage. Alors, quelques questions. Il y a des questions qu'on nous pose très souvent pour mieux comprendre cette convention-là. Qu'entend-on par reconnaissance? On a tout le temps parlé de recognition. La reconnaissance est une attestation établie par une autorité compétente en matière de reconnaissance de la validité et du niveau universitaire d'une qualification d'études partielles ou d'acquis antérieurs obtenus à l'étranger. Qui sont les candidats? Ce sont des personnes comme nous ayant obtenu une qualification partiellement achevée et qui souhaitent valider ça à l'étranger.
Quels sont les avantages de la reconnaissance? La reconnaissance est un outil efficace pour la mobilité d'un pays à un autre. Ça, c'est clair. De faire la recherche, etc. Grâce aux procédures de reconnaissance, une qualification obtenue dans un système d'éducation est reconnue dans un autre système. Ça, c'est vraiment l'avantage. Qui est responsable en matière de reconnaissance? Ça peut être les universités, ça peut être les agences d'assurance qualité, et même parfois des autorités des fondations. Alors, comment les organismes de reconnaissance peuvent-ils évaluer l'importance des différences entre qualifications? J'avais dit en entrée qu'à moins qu'il y ait de différences substantielles, l'État est appelé à reconnaître la qualification. Et ici, maintenant, on dit, n'entend pas différences substantielles. Ce sont les différences importantes ou substantielles qui sont des différences qui auraient un impact négatif sur les objectifs poursuivis. Je prends le cas par exemple, j'ai fait un master recherche en communication et maintenant je voudrais aller poursuivre pour faire un doctorat, disons en sciences économiques. C'est clair que on va pas me permettre cet accès-là parce que les objectifs sont clairement différents. Alors, comment fonctionne la procédure de reconnaissance? Les autorités compétentes en matière de reconnaissance doivent procéder aux évaluations en agissant de bonne foi et en motivant les décisions de manière claire. Leurs décisions doivent être fondées sur des informations appropriées, fiables, accessibles et actualisées concernant les systèmes, les établissements et les programmes d'enseignement supérieur, les mécanismes d'assurance qualité, dans le respect de la diversité des institutions d'enseignement supérieur dans le monde. La confiance, la transparence, l'équité, etc. sont des principes qui doivent être pris en considération. Alors ça, j'ai déjà terminé. Bon, voilà. Donc, là, je vous remercie de votre attention. Ce sont les questions que j'ai voulu effectivement poser pour ouvrir le débat. Et naturellement, la deuxième présentation aussi parlera d'informations complémentaires. Il y a certaines terminologies que j'ai voulu ne pas définir ici et qu'on verra ça avec la convention d'Addis et qui est en version anglaise. Je vous remercie.